Bonjour à toutes et tous. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette conférence qui, en fait, est le fruit, je dirais, d'une obsession que j'ai depuis pas mal de temps. Et en réalité, le titre que vous avez vu sur l'annonce dans le programme des amphis n'est pas tout à fait juste parce que c'était un titre qu'on avait donné il y a plusieurs mois quand j'avais l'idée de cette conférence. Et en réalité, ce dont je vais vous parler, c'est de quoi avons-nous vraiment besoin ? C'est ça la question à laquelle je veux répondre dans cette conférence et ensuite d'avoir évidemment un débat parce que c'est une question particulièrement participative. Donc je vais vous faire une conférence, j'espère que voilà, tout le monde est bien assis, reste qu'est-ce que je sais espèce de conférence, donc vous dire un petit peu où j'en suis sur cette question théorique, mais qui me paraît fondamentale pour affronter les défis qui sont devant nous sur un plan social et sur un plan politique. Je partirai. Alors, on a un petit problème de vent. C'est vrai qu'avec le micro, je suis équipée, mais ça va. C'est pas grave. On entend le vent, mais c'est pas très grave. Je vais démarrer, ça en surprendra peut-être quelques-uns, par un texte assez connu de Keynes, que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui est « Lettre à nos petits-enfants ». Et c'est une lettre qui est parue en 1930, donc vraiment au lendemain de la crise de 29. Et c'est un texte qui est surtout connu parce qu'il n'était pas du tout inquiet de la crise économique qui se passait. Il pensait que c'était un soubresaut, d'une certaine manière, mais que tout ça allait vraiment se régler facilement. Et ce qu'il prophétise à court terme, c'est la fin de la rareté, c'est-à-dire qu'il dit que les capacités productives du capitalisme vont permettre de satisfaire les besoins. Et il date même ce moment-là, et ce moment-là pour lui c'est 2030, donc vous dire si on y est, et dit en 2030 on aura ce qu'il faut. Mais alors, et c'est ça qui est intéressant dans cette lettre, il est très inquiet parce qu'il craint une grande dépression nerveuse de la société, parce qu'il pense qu'il y a une inadéquation entre les valeurs de la société et la moralité du capitalisme qui vont ensemble. D'un côté, c'est-à-dire la quête de profit, la cupidité, l'argent partout, et de l'autre côté, le fait que nous ayons une société d'abondance. Et il pense que la production des richesses qui étant devenue suffisante, il n'y aura plus besoin de travailler juste 3 heures par jour. Évidemment, ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est pas ce qui s'est passé, mais dans le texte de Keynes, ce qui est bien, c'est qu'on comprend qu'il voit le problème. C'est-à-dire qu'il voit qu'il y a un vice quelque part, un ver dans le fruit, on peut dire, et que cette société-là, d'après Keynes, sera une société dépressive parce qu'elle ne sait pas faire face à l'oisiveté. C'est pas du tout la culture du capitalisme, et aussi une autre dimension qui est très importante pour lui, qui est la question du plaisir immédiat. C'est-à-dire que le capitalisme, il est dans l'accumulation pour demain. On doit accumuler pour demain, pas de plaisir immédiat, et dans la place de l'argent qui est fondamentale et qui structure en fait la société. Et donc le régime transitoire que devait être le capitalisme aurait dû permettre d'en finir avec la lutte pour la subsistance qui est au cœur de l'économie et de l'humanité, de l'histoire de l'humanité, mais sa moralité et son sens qui repose sur c'est ça, l'argent, la recherche de profit, ne peuvent conduire la société seulement au chaos. Et il termine en disant que seules les personnes aptes à garder vivace, à cultiver, à perfectionner l'art de vivre sa vie, à perpétuer, avec le vent, c'est pas évident, à perfectionner l'art de vivre sa vie au lieu de se vendre pour la gagner, pourront jouir de l'abondance quand elle viendra. Aucun pays, aucun peuple, me semble-t-il, ne peut envisager l'âge du loisir et de l'abondance sans effroi. Trop longtemps, on nous a formés pour l'effort contre le plaisir. Et la rareté, c'est ça qui est intéressant, c'est défini, et on peut le définir comme l'écart entre, qui est un écart sans cesse renouvelé, entre ce que l'on possède et ce que l'on désire. Or, le statut social est indexé sur ce que l'on possède. Le principe de rareté est donc au centre de notre système économique, et c'est ça qu'il faut vraiment bien saisir, parce que la question, c'est pourquoi le surplus bien réel sur un siècle? C'est important de se rendre compte que sur un siècle, il y a bien eu un surplus de production qui a permis d'améliorer, d'apporter du confort et d'améliorer, pour une part, la vie. Mais pourquoi ce surplus de production, ce surplus de revenus ne sont pas venus financer l'augmentation des loisirs, mais
l'augmentation de la consommation. C'est ça qui s'est produit, que n'a pas tout à fait vu Keynes, mais il a compris que la question des besoins, d'une certaine manière, était majeure, était centrale. Et je veux, dans cette conférence, me référer à un livre que peut-être certains d'entre vous ont lu ou dont vous avez peut-être entendu parler, qui, moi, m'a beaucoup bousculé. C'est Les besoins essentiels d'un intellectuel sociologue qui s'appelle Razmik Kocheyan. Les besoins, pas essentiels, les besoins artificiels, pardon, qui est paru chez Zone en 2019. Et pour lui, et je partage totalement ça, la question des besoins est la question fondamentale du XXIe siècle. André Gortz, qui est un auteur auquel je me réfère beaucoup, dit cette phrase que je trouve très juste: le besoin est révolutionnaire en germe. C'est-à-dire que non seulement il y a la structure du besoin du capitalisme qui est fondamentale pour comprendre ce qu'est le capitalisme, mais si on part des besoins, on arrive alors à une stratégie potentiellement révolutionnaire, et c'est de ça dont je veux donc vous reparler. Pour Razmik, le besoin, c'est pour Razmik Kocheyan, le besoin, c'est la façon dont il le traite d'un point de vue intellectuel. Il le voit comme un point de fusion entre deux courants idéologiques, intellectuels. D'abord, la critique de l'aliénation, que l'on retrouve notamment chez Gramsci ou chez Poulantzas, et la critique de l'écologie politique qu'on a chez André Gortz, ou chez une auteure qu'il a dénichée, que moi je ne connaissais pas, qui est Agnès Heller, qui est une Hongroise de l'école de Budapest, proche de Lukács, pour ceux que ça intéresse, et qui, elle, a notamment écrit un livre sur la théorie des besoins chez Marx. Et donc, c'est la fusion de ces deux pensées qui permettent d'avancer vers une théorie des besoins. Alors, si l'on postule, ça y est, mon truc s'en va, c'est un peu le risque, hein. C'est un peu le risque avec les fiches, vachement sympa, merci beaucoup. Il faut les mettre, il y a des pierres en fait, c'est vachement bien adapté. Je vais mettre des pierres. Il ne faut pas se... Oui, donc, si l'on postule que l'économie doit servir les besoins humains, que ce doit être son but, je pense qu'ici tout le monde est d'accord avec ça, que ça doit être le sens de l'économie, alors il nous faut une théorie des besoins. Et la crise, je dirais, le confinement, ce moment d'où l'intitulé initial de cette conférence, qu'est-ce qui est essentiel, posait bien cette question-là. Je pense que c'est un moment dans le confinement ou sur les réseaux sociaux, dans les médias, on a eu beaucoup d'interventions, beaucoup de réflexions autour de qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui ne l'est pas, puisque la société s'est arrêtée. Et vous vous souvenez sans doute de ce texte de Bruno Latour, qui, moi, m'avait marqué, qui avait pas mal circulé, qui était un texte où il nous demandait de nous arrêter. Vous vous souvenez ? Il disait on peut pas reprendre. Profitons de cette crise sanitaire pour nous interroger sur une crise beaucoup plus profonde qui est la mutation liée aux défis climatiques, et remettons en cause notre modèle de production et posons-nous les questions de ce dont nous avons besoin. Et à ce moment-là, il fait un truc marrant, il pose 6 questions et il fait passer son questionnaire de Bruno Latour, 6 questions sur les activités qu'on a envie d'arrêter et les activités qu'on a envie de continuer, sur les mesures pour accompagner la transition qui en découlerait pour répondre à ces besoins. Et puis il appelle chacun qui a rempli ce questionnaire à dire vous le comparez avec votre voisin. Moi, j'ai envie de dire que c'est à partir de là que les problèmes commencent et que les difficultés commencent, parce que avec ce questionnaire et aussi avec la comparaison, on a en réalité 2 questions qui se posent. La première, c'est les besoins ressentis, les besoins qu'on déclare. Est-ce que ce sont des besoins authentiques, véritables ? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est comment articuler socialement les besoins que chacun, des besoins individuels, que chacun va déclarer sur sa propre feuille. Comment on les articule et comment on fait société à partir de chaque besoin individuel, étant entendu, comme le disait Marx, et je partage ça, que le besoin n'est qu'individuel. Il n'est qu'individuel. Et là, pour répondre à ces questions-là, on a des éléments, notamment à la première, qui nous viennent... qui sont assez connus, qui nous viennent de la littérature, de la chanson, d'un peu partout, pour poser cette question de est-ce que nos besoins et donc nos désirs sont véritables, qui est liée à la critique de la société de consommation. Critique de la société de consommation qu'on peut voir apparaître en précurseur il y a longtemps, hein. Cette folie consumériste qu'elle produit sur nos désirs, je dirais qu'on l'avait déjà dans Au bonheur des dames, de Zola, donc fin du 19e siècle, mais c'est surtout dans les années 60 que on a vu grandir cette critique-là. Alors je disais dans la littérature, j'ai en tête le livre de Pérec, Les choses. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce livre, qui est un petit livre qui avait quand même fait un peu événement. C'est un couple, Sylvie et Jérôme, c'est un couple parisien qui
voilà, cherche un peu le sens de sa vie et qui, pour payer ses études, travaille dans une agence de publicité où ils posent des questions à la con parce qu'ils font des enquêtes. Donc c'est aimez-vous le caramel, dormez-vous en pyjama. Bon, ils trouvent que tout ça c'est quand même un peu nul. Alors finalement ils partent en Tunisie pour chercher un sens à leur vie. Elle devient prof et puis en fait ils s'emmerdent là-bas en Tunisie avec elle qui est prof. Ils reviennent à Paris puis à Bordeaux. Et là, en fait, ils sont très attirés par le confort matériel. Ils ont envie d'avoir du confort matériel et ils trouvent un vrai travail de cadre dans une agence de communication. Et à partir de là, Pérec décrit cette ronde des objets qui va les obséder, c'est-à-dire qu'ils n'ont sans cesse qu'une idée en tête, c'est d'acquérir encore plus d'objets dans leur maison. Et à la fin de ce livre, on comprend la vacuité, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une grande vacuité à tout cela. Et il décrit Paris, il dit Paris était une tentation permanente, donc c'est une tentation permanente. Et donc, il décrit ce puits sans fond et cette vacuité dans cette vie qui tourne autour des objets. On le trouve aussi, et là, vous allez l'avoir en tête aussi bien que moi, dans la chanson de Boris Vian, La complainte du progrès, que moi, j'adore absolument, mais j'adore Boris Vian. Vous vous souvenez, non, le début? Alors, attendez, je l'ai mis quelque part, ou est-ce que je l'ai fichu? Personne la connaît? Un frigidaire? Non, vous allez la chanter quand même. Un frigidaire, un joli scooter, un joli scooter, un atomixeur, pardon, et un Dunlop et une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau. Et la fameuse, une tourniquette pour faire la vinaigrette. Ah merde, un ratatine ordure et un coupe friture. Bon, on va pas la faire en entier, mais je la trouve tout à fait éclairante parce qu'elle raconte déjà dans les années 60 cette espèce de folie où on veut posséder. Bon, ça c'est dans le monde artistique, mais le livre qui marque cette période, c'est évidemment, alors là, ça, je sais pas ce que c'est. C'est génial, il faut une équipe pour aller trouver les fiches. C'est le Mistral. C'est le livre Vian, de Jean Baudrillard, La société de consommation, qui sort en 1970. Et là, vraiment, on a une théorie très intéressante sur la société de consommation où Baudrillard nous explique que le bonheur est désormais confondu avec la vie matérielle, avec l'accumulation de marchandises. Et il analyse la société d'abondance. Alors, il faut bien se rendre compte qu'on est en pleine Trente Glorieuses. Il en reste des choses, mais... nous, on a d'autres choses à apporter par rapport à notre société, mais il montre bien combien les objets, la marchandise de nos vies ne visent pas seulement à satisfaire une fonction, mais sont autant de symboles, de signes qui agissent dans une logique sociale et dans une logique des désirs. Et par l'objet, c'est ça qui est intéressant, on se différencie socialement, on adhère à des valeurs, on se démarque et on assouvit un désir qui, même s'il est immédiatement chassé par un autre dans un rapport qui devient tout à fait pathologique. C'est-à-dire on a envie d'un truc et puis dans la seconde d'après, une fois qu'on l'a, immédiatement on a envie d'autre chose et encore envie d'autre chose et c'est impossible en fait à satisfaire. Et ce qu'il décrit, c'est vraiment la consommation comme jouissance et comme le règne de la frustration. Quiconque est allé dans un hypermarché ou dans un centre commercial, j'ai écrit un livre là-dessus qui s'appelle À gauche en sortant de l'hypermarché. Quiconque est allé là peut mesurer à quel point c'est le règne de la frustration. On ne peut pas tout s'offrir et on est tenté toujours d'avoir plus, même si le plus n'est pas le mieux, mais à ce moment-là, on s'en rend pas compte. Ce qu'il décrit, c'est donc cette société comme jouissance, et il dit si l'on admet que le besoin n'est jamais tant le besoin de tel objet que le besoin de se différencier, c'est-à-dire le désir au sens social, alors on comprendra qu'il ne puisse jamais y avoir de satisfaction accomplie, ni donc de définition du besoin. Premier point donc, le premier point, c'est qu'à travers l'objet se fabrique l'affirmation d'une position dans la société. C'est-à-dire que l'objet, fonctionnant comme un langage, il nous dit à quelle classe sociale on appartient. C'est très concret. Vous savez bien que quelqu'un qui a une paire de baskets sans marque, ou quelqu'un qui a des Nike, ou quelqu'un qui maintenant a ce qu'on appelle les Veja, eh ben en fait, déjà, ça raconte quelque chose de qui vous êtes et de comment vous vous situez dans la société. De telle sorte que, contrairement à une idée reçue, le productivisme, le consumérisme, le capitalisme au démarrage, mais avec ces deux corollaires que sont le productivisme et le capitalisme et le consumérisme, contrairement à ce qu'on a dit, n'homogénéise pas les choses.
c'est bien la dynamique de la différenciation qui est en fait le moteur essentiel. C'est pas du tout le conformisme, c'est la distinction. Et ça, je crois que c'est important d'avoir en tête que cette idée de se démarquer, de se sentir supérieur, finalement appartenir à vouloir sans arrêt grimper pour ressembler à la catégorie sociale supérieure, c'est ça le moteur et c'est ça qui vous fait acheter quelque chose. La mécanique, c'est qu'un objet, une marque qui se démocratise perd en réalité de son attractivité auprès des catégories sociales supérieures qui vont immédiatement en chercher une autre. Vous connaissez ça, non? Voilà, et c'est d'ailleurs pour ça que le luxe, il se redéfinit en permanence, parce que si tout le monde accède à quelque chose, ce n'est plus un luxe par définition. Il n'y a plus de luxe. Manger du saumon est un luxe, fut un luxe à un moment donné. À partir du moment où le produit se démocratise, eh bien, manger du saumon n'est plus une marque de luxe. On va manger autre chose. Ce qui est un luxe aujourd'hui très à la mode, c'est manger de la truffe, de l'huile de truffe. Ça, c'est quand ça va se démocratiser, qu'on va en trouver en supermarché, ce sera plus du tout ça qui fait que c'est un luxe. Et ce sont les plus privilégiés, c'est-à-dire ceux qui ont le pouvoir de définir ce qu'est le bon goût, ce qui n'est pas le bon goût, ce qui est beau, ce qui est laid, ce qui a de la valeur. Eh bien, ce sont les catégories supérieures, dominantes, qui ont ce pouvoir de définir ce qui a de la valeur. Bourdieu l'a fort bien décrit dans La Distinction. Et on sait même que plus une chanson, par exemple, est populaire, plus en général, elle est moquée en haut lieu. Mais c'est vrai pour plein d'autres choses. Si une marque devient populaire, je pense à Lacoste, dans le monde bourgeois, on va moins mettre des Lacoste. Donc c'est intéressant de bien comprendre ce phénomène par lequel la bourgeoisie se dissocie de la classe moyenne, qui elle-même se dissocie des catégories paupérisées. Et donc ce qui alimente cette concurrence entre les classes, parce que c'est vraiment une concurrence entre les classes sociales, c'est le désir de parvenir. C'est-à-dire que le désir de parvenir est vraiment un moteur considérable. On veut accéder à la classe sociale supérieure et c'est ça qui fait qu'on a un moteur. Corinne Morel-Darleux en parle très très bien dans son livre que vous avez peut-être vu, qui est superbe, plutôt couler en beauté que flotter sans grâce. Je recommande vraiment, c'est un très beau livre. Elle parle très très bien de ce désir de parvenir auquel elle décide à un moment donné justement de renoncer, parce que ça fait chier en fait, ce désir de parvenir, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais réussir à l'abandonner, c'est une grande rupture par rapport aux normes qui sont les nôtres. Et André Gortz résume parfaitement cette situation. Il dit « Le capitalisme a besoin de produire un nouveau type de consommateur, un nouveau type d'individu, l'individu qui, par sa consommation, par ses achats, veut s'affranchir de la norme commune, se distinguer des autres et s'affirmer hors du commun. C'est être en dehors de ce qui est commun et donc c'est bien le principe de distinction. » Le deuxième point, je vous ai dit le premier point c'est la distinction, le deuxième point c'est la question de l'aliénation. L'aliénation qui est engendrée par le consumérisme et son corollaire, j'arrête pas de vous le dire, le productivisme, c'est acheter un produit parce qu'il vient de sortir, c'est courir faire les soldes, c'est chercher en permanence la bonne affaire. Alors maintenant en plus sur les réseaux sociaux on est complètement traqué, donc vous avez une fois à chercher je sais pas quoi, n'importe quoi, acheter une chaise, après vous allez être sans cesse sollicité, on va vous balancer des chaises en permanence pour vraiment attiser votre désir que vous avez eu une fois, cette pulsion d'achat pour la chaise, et vous allez être traqué en permanence avec cette chaise. Et contrairement à ce qu'on croit, cette pulsion-là, c'est pas simplement ceux qui ont de l'argent, en fait, qui ont vraiment les moyens qui sont pris là-dedans. C'est tout le monde qui est pris là-dedans. Et c'est important de se dire aussi que même les pauvres, en fait, sont pris dans cette mécanique infernale. Il y a un sociologue qui a fait un travail formidable sur l'argent des pauvres. Où va l'argent des pauvres? Moi, j'ai été bluffée parce que c'est vraiment une enquête sociologique. Et il démontre d'abord comment les riches, les possédants, l'État passe son temps à essayer de traquer comment les pauvres dépensent leur argent. Parce qu'eux, il faut qu'ils dépensent leur argent de façon rationnelle, parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent. Donc, il faut qu'ils fassent la démonstration que ce qu'ils ont fait est parfaitement logique et correspond à des besoins essentiels. Quand les autres, on leur demande pas de compte sur ce qu'ils font de leur argent, s'ils s'achètent des yachts et tout ça, ça c'est tout à fait normal. Mais le pauvre, lui, doit faire ses preuves. Et ce qui est marrant, c'est moyennement marrant, mais moi j'ai trouvé ça très intéressant. Il montre à un moment donné comment, par exemple, quelqu'un qui est au RSA, une femme qui est au RSA, eh bien au début, quand elle touche sa paye le mois du RSA, elle court régulièrement s'acheter un homard. Et elle revient avec. Et après, elle bouffe des pâtes pendant 15 jours, mais elle a bouffé son homard et elle est contente parce qu'elle a bouffé son homard. Et en fait, la logique, ce que je veux dire, c'est que la logique
des pauvres, c'est aussi parfois vouloir accéder à du luxe. Alors là, c'est pas méprisable, mais c'est aussi se payer des produits, de temps en temps, se faire avoir accès aussi à ce à quoi normalement on n'est pas censé avoir accès. Alors ça échappe à la rationalité économique de la dépense du mois de son RSA, mais en fait, ça échappe pas vraiment à la rationalité humaine qui est de se dire, je vais me faire plaisir à bouffer un bon truc et puis tant pis, je boufferai des pâtes le reste de la semaine. Et donc c'est pour dire que aussi, alors c'est pas sur le homard, mais plus globalement sur l'idée qu'à toutes les échelles, on a ce fondamentalisme marchand, et je pèse mes mots, qui fonctionne parce qu'il s'agit de s'enrichir, d'accumuler de la marchandise, et d'ailleurs même la mesure de la richesse, même si elle est aujourd'hui très critiquée, mais le produit intérieur brut, au démarrage, cette mesure de la richesse très datée, elle mesure justement la production de richesse matérielle. C'est bien là-dedans qu'on est complètement embarqué. Et depuis la parution de la Société de consommation de Baudrillard, c'est vrai qu'on a vu des évolutions, notamment le marketing, qui s'adapte considérablement en permanence. Je prends un exemple qui est le Bic. Les femmes vont connaître ça. Moi, quand j'étais jeune, j'ai acheté un Bic, c'était un rasoir jaune. Et après, il y a eu un rasoir rose. Il m'a semblé que c'était le même rasoir, mais en tout cas, il est devenu plus cher. Et quand tu achètes ce rasoir rose, tu es sûr que c'est pour te raser, toi, les pattes ou je sais pas quoi. Mais tu es bien une femme parce que tu as un rasoir rose, alors que tu avais le même rasoir, mais il était jaune et il était moins identifiant. Et ça, ça veut dire aussi à quel point maintenant, avec le marketing, ce qu'on nous vend, c'est une forme de promesse. Hein, c'est une identité. Vous n'achetez pas simplement un produit qui remplit une fonction, vous achetez quelque chose qui remplit aussi vous-même. Et dans les promesses, c'est un Mars et ça repart. Vous allez manger un Mars, vous avez un coup de... Non mais c'est ça, je veux dire, vous avez un coup de pompe, vous mangez un Mars et ça repart. Si vous bouffez un Nuts, peut-être c'est très différent. Bon voilà, mais là on vous fait une promesse, qui est une promesse importante du publicitaire, mais après ça se traduit dans les objets. Vous avez les crèmes sans gras. Hein, vous avez le café décaféiné, vous avez les bières sans alcool. Donc c'est en fait au bout d'un moment on finit par nous vendre du rien. D'ailleurs à Paris, quand vous venez à Paris, c'est peut-être vrai ailleurs, vous pouvez acheter une boîte d'air de Paris, hein, c'est-à-dire une boîte de rien, c'est une boîte de conserve. Vous avez jamais vu ça? C'est une boîte de conserve, vous l'ouvrez et vous avez de l'air de Paris. Mais l'exemple que je prends toujours, mais que je trouve si parlant, c'est le Coca. Le Coca au démarrage, c'est quand même du sucre, de la caféine, hein, et puis aujourd'hui, on a le Coca zéro, c'est-à-dire du Coca, mais sans la promesse du Coca, c'est-à-dire du Coca sans sucre et sans caféine. Ça, c'était le Coca zéro en vrai. C'était le Coca, light au démarrage. Mais en fait, le Coca light avait un problème, c'est que c'était les filles qui prenaient beaucoup le Coca light et les hommes n'osaient pas parce que le marketing, tout ça était très finalement tourné vers les femmes. Donc, ils ont fait le Coca zéro. Donc, j'ai toujours pas compris quelle était la différence entre le Coca zéro et le Coca light, si ce n'est la couleur. Hein, ça, il a un petit côté Zorro en fait. Coca zéro, Coca, et voilà. Et donc le Coca zéro peut être bu par. Mais vous inquiétez pas, ça continue parce que maintenant il y a le Coca Life. Alors le Coca Life, c'est le Coca vert et qui est un Coca qui permet d'indiquer une intention qui est une intention écolo. Hein, parce que le Coca Life est évidemment une production un peu différente. Je sais pas ce qui est changé, mais le Coca Life vous donne une intention qui est écolo. Donc c'est évidemment sans fin. Et c'est une manière d'investir notre identité qui, au bout d'un moment, finit par se confondre avec la marque. Comme je disais tout à l'heure, on porte pas des chaussures, des baskets, on porte des New Balance. On porte pas un polo, mais on porte un Lacoste. On porte pas un sac à dos, on porte un Eastpak. Moi, mes gamins, ils disent c'est mon Eastpak, c'est pas un sac à dos, quoi. Et donc ça, c'est pas tout à fait neutre parce que ça finit par carrément être une manière de se réaliser soi-même, de s'identifier soi-même. Et nous devenons, pour terminer, ça va tenir, des hommes et des femmes sandwich. Parce que même, et ça c'est pour moi le truc le plus délirant, c'est que d'ailleurs vous trouvez maintenant des t-shirts avec les marques marquées en énorme que vous payez quasiment plus cher parce qu'il y a la marque dessus. Et comme il y a la marque dessus, c'est une manière pour vous d'afficher là où vous vous situez sur l'échelle sociale et de marquer votre identité. Et au final, dans cette histoire complètement dingue, où on devient ces hommes et ces femmes sandwich, je dirais qu'on devient des consommateurs de signifiants plutôt que de signifiés. Et comme le disait Marx, moins tu es, plus tu possèdes. J'aime bien cette phrase de Marx. Et c'est vrai que maintenant, quand on achète, l'acte d'achat ne constitue pas seulement un avoir, mais aussi de l'être. Hein, on nous vend de l'être. Et
en même temps, c'est l'insatisfaction permanente, puisque en permanence, on a un excédent des besoins, hein, c'est l'excédent des besoins, puisqu'on a envie voilà, d'avoir quelque chose, et on s'en rend malade. Je ne sais pas si vous connaissez cette maladie des temps actuels qui s'appelle l'oniomanie. On sait qu'on a des groupes pour alcooliques anonymes, et maintenant il existe aux États-Unis, mais pas seulement, des groupes pour soigner l'oniomanie, qui est une maladie particulièrement féminine, hein. Je crois que c'est plus de 80% des femmes qui sont touchées par ça, et donc des groupes de parole de femmes qui achètent de façon compulsive et qui se mettent dans le rouge complètement et qui sont complètement voilà, en pathologie psychiatrique avec ce problème d'achat littéralement compulsif. Et je pense que c'est une maladie qui est intéressante parce que, comme souvent les maladies psychiatriques, elles indiquent aussi quelque chose de la société dans laquelle on est. Et l'apparition de cette maladie psychiatrique, pour moi, c'est le signe d'une maladie plus générale que nous avons tous, qui est cette maladie de la consommation dont il faut impérativement se faire. Et d'autant plus dingue tout ça, c'est que vous tous ici, vous savez très bien ce mécanisme. C'est-à-dire qu'on le connaît et en même temps, on n'arrive pas à s'en débarrasser. On en est prisonnier, on en est globalement assez aliéné. Il y a des mouvements qui naissent, soit des trucs à l'échelle individuelle, pour les plus conscientisés d'entre nous, bien sûr. On n'est quand même pas complètement neuneux, on essaie de s'en débarrasser. Mais il y a des mouvements collectifs qui se battent. Je ne sais pas quelle est cette fiche, c'est pas grave. Qui se battent contre la logique de consommation. Mais je dirais que ce mouvement d'abstinence, il est vachement plus global. Il y a une perte de désir, il y a, merci, quelque chose qui est plus non, ça veut pas, qui est plus profond dans la société. Ouais, c'est pas mal, super, merci beaucoup. Qui est un mouvement d'abstinence plus global. On l'a dans le rapport à l'élection, l'abstention. Et l'abstention, il marque de la même manière la volonté de désir, en fait. Il y a un désir de politique. Je ne crois pas que dans l'abstention, c'est le rejet de la politique, mais c'est le rejet de la politique telle qu'elle est. L'abstinence, cette espèce d'abstinence dans la consommation, je ne veux plus consommer, c'est aussi cette espèce d'idée, je ne supporte plus cette société de consommation et mon désir est trop atteint, donc j'arrête de consommer. Ce mouvement, il existe aussi avec la sexualité, qui elle-même a été quand même sacrément marchandisée. Et le mouvement d'abstinence sexuelle, il y avait un roman, je ne sais pas si vous vous souvenez, L'envie de Sophie Fontanelle, où elle raconte, elle a arrêté pendant plusieurs années, 5 ans, d'avoir des relations sexuelles, alors ce qui a foutu le bazar, parce qu'elle le revendiquait, etc., les gens ne comprenaient pas. Et elle raconte comment s'abstenir lui permettait de retrouver le désir. C'est-à-dire qu'il fallait en passer par cette abstinence pour retrouver le désir d'une sexualité telle qu'elle la voulait. Voilà. Et je crois que ça, c'est quelque chose d'assez profond dans cette société qui est en perte de sens, en perte de choses. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'au final, on arrive à une société qui a appauvri ses besoins. Il y a un appauvrissement dans le rapport aux besoins. Et c'est à ça que nous assistons. Et c'est un paradoxe que soulève très très bien Razmig, que chez Yann, c'est-à-dire qu'en régime capitaliste, on peut répondre à des besoins de confort essentiels, alors pas pour tous, hein, évidemment, et pas tous, mais quand même. Mais en même temps, le capitalisme crée de nouveaux besoins et un mode de vie qui nuit à la réalisation des besoins essentiels. C'est un paradoxe à 2 facettes. Le capitalisme crée des besoins néfastes, avec le gaspillage écologique, c'est-à-dire le productivisme complètement dingue qui détruit la planète, et le gaspillage aussi par rapport à nos désirs qui deviennent falsifiés, qui deviennent détournés de nos désirs véritables. Mais il y a une deuxième facette à ça, qui est le fait que le temps passé à travailler pour gagner de l'argent, pour pouvoir consommer, conduit à un appauvrissement aussi de l'individu parce qu'on n'a pas le temps de loisir, le temps de penser, le temps justement à soi, pour soi. Et c'est tout à fait central dans la théorie des besoins. J'en ai parlé, si certains étaient là hier, sur la conférence qu'on a eue sur la réduction du temps de travail. Mais en fait, la réduction du temps de travail a totalement à voir avec cette question-là. C'est-à-dire que c'est pour sortir aussi de la roue infernale, c'est retrouver du temps à soi, pour soi, dédié, et pas simplement gagner de l'argent pour pouvoir consommer et perdre en fait son désir. Alors c'est pourquoi, si on part des besoins, on aboutit à une critique radicale du capitalisme et du productivisme qui va avec. Et quand on tire le fil, nous voyons que le capitalisme ne peut pas fonctionner sans cette logique des besoins. Il n'y a pas de capitalisme s'il n'y a pas cette espèce de moteur infernal du besoin qu'on vous crée sans cesse. Et donc la question de la structure des besoins, alors là je vais avoir un problème, la question de la structure des besoins est tout à fait... Ah, c'est gentil, merci à vous. C'est une conférence gesticulée à ma manière.
Donc en fait, cette structure des besoins, elle est donc centrale, ce que je vous disais en régime capitaliste, mais donc elle est centrale aussi pour nous. Et c'est pourquoi avait vu Marx. Alors Marx que je cite, est le Marx que je cite dans le livre d'Agnès Heller, qui a fait un livre donc sur la théorie des besoins chez Marx. Et elle montre, alors c'est complètement dingue parce que pendant tout le livre, elle nous explique à quel point il est contradictoire en fait sur le sujet. C'est là un grand auteur de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'il faut tracer. Il y a des moments où il dit des choses, des moments d'autres, mais elle retrouve ce fil qui est un fil tout à fait passionnant, et elle nous dit, cette citation de Marx, une révolution radicale ne peut être que la révolution des besoins radicaux. Une révolution radicale ne peut être que la révolution des besoins radicaux. Les besoins radicaux chez Marx, c'est les besoins véritables, c'est les besoins authentiques. Ce ne sont pas les besoins d'accéder à la marchandise, même c'est essentiellement pas des besoins marchands, c'est des besoins tout à fait autres. Et donc la question, c'est de savoir comment définir les besoins et qui définit les besoins. Ça, c'est une question que Marx ne s'est pas posée, parce que ça nous ramène évidemment à la démocratie. C'est pas la question qui s'est posée, et c'est une question hyper complexe. On part souvent du principe que c'est facile, qu'il suffit de répondre aux besoins fondamentaux et puis voilà, l'affaire est réglée. En réalité, définir ces besoins est quelque chose de beaucoup plus compliqué. On a bien sûr les besoins biologiques. Ça, à la limite, je dirais, on les voit. Manger, répondre aux besoins, ça, on peut voir que, en fait, on sait qu'il y a une malnutrition à travers le monde, très forte dans les pays du Sud, mais y compris chez nous, et qu'il ne serait pas très compliqué en réalité de nourrir tout le monde, puisqu'on estime que l'humanité pourrait assurer l'alimentation de 3 milliards de personnes en plus que la population actuelle, qui était à peu près à 10 milliards, et sans bouleversement majeur de la production alimentaire et sans pression supplémentaire sur l'écosystème. Donc on pourrait déjà déjà dans le système actuel, en fait, on pourrait nourrir tout le monde et répondre à ce besoin fondamental. Boire, pareil. Je pense qu'on pourrait avoir vraiment une politique simple pour l'accès à l'eau potable de tout le monde, et en France, notamment les régies publiques que nous défendons pour accéder à l'eau. Respirer, là, ça devient un petit peu plus compliqué parce qu'on respire de plus en plus mal et que les métropoles internationales font que l'accès à un air pur est devenu très compliqué. Pourtant, on pourrait imaginer que c'est un besoin tout à fait fondamental que de pouvoir respirer. Donc là, ça commence à toucher au nerf. Oh, c'est gentil. Mon besoin fondamental pour cette conférence, d'avoir des pierres pour tenir mes fiches. Donc respirer, ça devient compliqué. Ce qui devient compliqué aussi, c'est que les besoins vitaux sont pas les mêmes pour tout le monde. J'ai une maladie, voilà, j'ai besoin d'un médicament et c'est fondamental pour moi. Mais vous n'en avez pas besoin. C'est aussi historique, parce que si je peux prendre ce médicament, c'est qu'il y a eu une révolution scientifique, pharmaceutique, qui permet, par exemple, de soigner mon diabète. Là où autrefois, voilà. Donc le besoin de ce médicament, il est profondément historique. Les besoins, ça s'historicise. Ça n'est pas des besoins donnés pour toujours. Ce sont des besoins qui s'inscrivent dans une période, même quand ils sont biologiques. C'est ça que je voulais dire. Donc même biologique, c'est pas hyper simple. Donc il y a besoin d'une adaptation permanente qu'il faut opérer pour définir ces besoins qui ne sont pas donnés une fois pour toutes et qui ne sont pas les mêmes pour tous. Mais ce qui est fondamental, c'est de penser tous les besoins qui ne sont pas biologiques. Et les besoins qui ne sont pas biologiques, ils relèvent de l'amour, ils relèvent de la culture, de la sexualité, de la contemplation. Il y a beaucoup de besoins qui sont fondamentaux pour nous, qui ne sont pas biologiques et que nous avons à satisfaire. Et ces besoins fondamentaux sont là aussi, même si on peut vivre sans. C'est vrai qu'on peut vivre sans amour, on peut vivre sans sexualité. Mais la question, c'est vraiment quelle vie on mène si on ne répond pas à ces besoins. Et de ce point de vue-là, c'est pour ça que Marx parle des besoins radicaux. Il touche à ces besoins-là. Ou que André Gortz, lui, parle de besoins authentiques. Mais c'est au fond la même chose. C'est des besoins... Non, Gortz, il parle de besoins qualitatifs. Marx de besoins radicaux, on peut parler de besoins authentiques, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on touche aux besoins pour être un individu qui est un individu pleinement libre, pleinement émancipé. Et donc là, on est en dehors du simple matériel, on touche à la liberté. Et quand on touche à la liberté, on touche, à mon avis, au sens de l'économie, de ce qu'elle devrait, de ce à quoi elle devrait répondre, ce qui nous permet d'être chacune et chacun des individus libres. Et donc, la société doit organiser cette production matérielle et pas seulement, cette organisation de la société pour que chacun puisse accéder à ses libertés, les libertés individuelles
Voilà, magnifique, merci. Ça tient. Le Mistral est quand même vraiment sacrément violent et je vous admire de rester là parfois dans la bourrasque là. Oui, je vous disais que la liberté individuelle, répondre à cette liberté individuelle, en fait, c'est une responsabilité collective. Il ne faut jamais le perdre de vue. C'est-à-dire que si le besoin est individuel, la réponse à ce besoin, elle se pose de façon tout à fait collective. Et donc, il faut mesurer cet enjeu. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, et je viens des nerfs de la guerre, c'est que les catégories dominées veulent globalement accéder à ce que possèdent les catégories dominantes. C'est ce que je racontais un peu tout à l'heure, en fait. Et c'est là qu'elles situent leurs besoins. C'est-à-dire que le besoin va être de rendre réalisable pour elles-mêmes la satisfaction des besoins qui sont, eux, satisfaits pour les classes dominantes. C'est la satisfaction des besoins des classes dominantes. Et d'ailleurs, les bourgeois ne sont pas capables de satisfaire leurs propres besoins radicaux, les fameux besoins qualitatifs dont je parlais tout à l'heure, puisqu'ils sont eux-mêmes aliénés et enfermés dans ce désir de parvenir et tout ce que je racontais tout à l'heure. Donc c'est là que ça commence à devenir sacrément compliqué. C'est là aussi que moi, parfois, je râle contre une notion qui est parfois utilisée, pas trop chez nous, mais en tout cas dans la société, qui est la notion de pouvoir d'achat. C'est-à-dire l'idée qu'on revendique du pouvoir d'achat. Moi, j'ai vraiment envie de dire que ce qu'on revendique, c'est du pouvoir vivre pour tout le monde et pas simplement du pouvoir d'achat. Parce que si on écoute... Le pouvoir d'achat correspond exactement à ce que je racontais tout à l'heure. C'est-à-dire ce besoin de pouvoir s'offrir ce que les autres s'offrent et d'être enfermé dans la roue de la consommation. Et voilà, c'est ça. Et donc, nous, c'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est du pouvoir vivre. Mais si on parle pouvoir vivre et non pas pouvoir d'achat, on se rend compte que c'est pas du tout la même logique qu'on va déployer. C'est pas la même chose, en fait, qu'il y a derrière. Parce que ça appelle des biens communs, ça appelle des services publics, ça appelle une réorganisation du temps de travail. C'est complètement autre chose, en fait. Sans compter l'imaginaire que ça charrie, parce que c'est complètement un autre imaginaire, le pouvoir vivre ou le pouvoir d'achat. Donc, ça me paraît tout à fait important. Et donc, je touche là le nœud stratégique qui va permettre d'ouvrir le débat. Et c'est ce que je voulais aborder dans cette conférence et ouvrir le débat là-dessus. C'est comment changer la société sans interroger et sans que soit modifié le désir des gens. Le désir étant entendu comme le désir qui correspond aux besoins. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est-à-dire, autrement dit, comment accéder à une société émancipée, construite autour de la satisfaction des besoins, les fameux besoins qualitatifs ou radicaux, comme vous voulez, ou authentiques, quand les individus qui la composent sont en quête de besoins superflus, c'est-à-dire de besoins et de désirs qui sont normés par la société de consommation, qui elle-même est produite par les logiques capitalistes que je venais de vous dire tout à l'heure. Et là, Razmik Kecheyan nous aide pour répondre à ces questions-là. Il nous dit qu'il faut arriver à distinguer les besoins authentiques des besoins superflus et que pour y arriver, ça suppose de sortir les individus du tête-à-tête qu'ils ont avec la marchandise. Tête-à-tête qu'ils ont avec la marchandise. Et donc, on revient au changement de la structure des besoins. Et je pense que ce changement de la structure des besoins, il est particulièrement intéressant parce qu'il articule à la fois le social, les inégalités, toutes ces questions-là, et l'écologique. Et il permet d'articuler aussi l'individu et le collectif. Donc ça veut dire qu'on touche à un sujet, à un thème qui nous permet d'embrasser le tout, un nouveau tout, celui que nous sommes précisément en train de chercher pour accorder le social et l'écologie, et raccorder l'individu et le collectif avec des points d'appui considérables dans la société, comme je le disais tout à l'heure, avec les mouvements, la jeunesse. Quand vous suivez un peu tous les mouvements de jeunesse sur le climat, ils parlent de tout ça. Ils n'arrêtent pas de parler de ça. Quand vous regardez ce qui s'est passé dans les discussions, dans les nouvelles pratiques, y compris individuelles, mais aussi collectives, issues de la crise du Covid, c'est beaucoup ces questions-là. Qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui ne se fait pas? Le travail, pourquoi je vais bosser? Des gens qui refusent, qui préfèrent être au RSA que d'aller se faire chier avec des boulots chiants. Voilà, c'est vraiment ça. Et donc, ce qu'on peut proposer, c'est une norme du suffisant. La norme du suffisant, c'est un concept qui est proposé par André Gorz et qui me paraît tout à fait intéressante, qui est à la fois proche de la règle verte que nous défendons à la France Insoumise, mais qui, je dirais, prend pas le biais tout à fait au même endroit. Hein, c'est très proche, hein, il y a des connexions extrêmement fortes, mais c'est pas le même angle d'attaque. La norme du suffisant touche à la conception des besoins. Il s'agit de produire en fonction du nécessaire véritable et de ce que l'environnement et l'écosystème peut supporter. Mais il touche aussi, en même temps, on ne peut plus dire en même temps, mais je dis quand même, au niveau d'efforts à consentir pour produire ce qui permet la satisfaction des besoins. C'est ça
c'est ça la logique. Dans le système capitaliste, il y a une séparation entre les producteurs et les consommateurs, parce que les producteurs n'ont pas de pouvoir direct dans et sur la production. Tout le monde a bien ça en tête. C'est comme ça que le capital a pu émanciper la production par rapport aux besoins ressentis et passer son temps à créer d'autres besoins. Je cite Gortz, la production est avant tout au service du capital. Deuxième besoin, le verre d'eau. Ça va pas être très grave, le caillou dans le verre. Non, ça va. On va boire avec le caillou dans le verre. Très gesticulé. Donc, je disais Gortz, la production est avant tout au service du capital et ce n'est que dans la mesure où le capital a besoin de consommateurs pour ses produits que la production est aussi au service des besoins humains. Et donc, le capital se sert des besoins qu'il sert en vue de son propre accroissement, lequel demande en retour l'accroissement des besoins. Et donc, la boucle est bouclée. C'est ce que je n'arrête pas de vous dire. Et donc, il résume la situation de façon assez lumineuse, dit que c'est la recherche de l'efficacité maximale dans la mise en valeur du capital qui exige l'inefficacité maximale dans la couverture des besoins, soit le gaspillage maximum. Et donc, si on rapproche le consommateur du producteur, on a une clé majeure de transformation. En pratique, la norme du suffisant est ce qui permet de régler le niveau de l'effort. Le niveau de l'effort, ça veut dire le travail, le temps de travail qu'on est prêt à consentir, pour qu'on le règle au niveau de la satisfaction, donc des besoins. Ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que c'est une dialectique entre ce qu'on veut bien faire comme temps de travail par rapport aux besoins qu'on a réussi à définir. Et c'est une dialectique entre les deux que nous avons absolument à rechercher. Le truc, c'est qu'il nous reste d'abord à définir ces besoins. Et ces besoins, pour en redonner un exemple de la complexité, je vais prendre l'exemple que donne Razmig Köseyan, qui est l'exemple de l'éclairage. L'éclairage a pris une place considérable dans les sociétés contemporaines. Vous le voyez, d'ailleurs, il y a des mouvements qui existent pour le droit à la nuit, qui sont très intéressants, parce qu'en fait, on est sans arrêt avec beaucoup d'éclairage. Alors, c'est bien sûr les industries de l'éclairage public, notamment liées à la commande publique, qui créent un besoin sans fin. C'est les commerces qui sont allumés, qui allument leurs marques, leurs enseignes, etc. Et donc, il y a un énorme gaspillage d'énergie et le droit à la nuit qui n'existe plus. Mais après, quand vous grattez un petit peu, vous voyez bien que ça commence à être compliqué. La lumière, le droit à la nuit, dans la ville, par exemple, va être contradictoire avec le droit des femmes à pouvoir se balader et à être justement éclairées. Parce qu'il y a le droit à la nuit, mais il y a aussi les marches des femmes qui font des parcours dans les villes pour montrer là où il n'y a pas suffisamment d'éclairage et où elles se sentent en insécurité. Alors, on peut se dire que dans la société merveilleuse, il n'y aura plus de viol, il n'y aura plus d'agression sexuelle, on sera tranquille, il n'y aura plus besoin d'éclairer, mais enfin, on n'en est pas tout à fait là. Et donc, ce besoin d'éclairage va être contradictoire avec ce besoin qu'exprime à juste titre aussi du droit à la nuit et du fait qu'il y a plein de maladies qui sont liées maintenant à ces éclairages trop grands. Donc, il y a bien une contradiction. Et donc, pour imaginer comment on résout ces contradictions, il faut qu'on ait quand même une théorie là-dessus. Parce que soit ça devient une sorte de dictature des besoins. Vous voyez ce que je veux dire? D'en haut, qui décide et qui impose quelque part ce que sont les besoins véritables et ce qu'ils ne sont pas. Je pense qu'avec les expériences de type soviétique, on peut avoir une idée de ce que ça peut donner. Soit on a une théorie très radicale qui dit que la question des besoins doit être un lieu fondamental de la discussion démocratique et donc de la délibération collective. Et ça veut dire mettre en mouvement en permanence le peuple, tout le monde, autour de cette question de la définition et de la redéfinition perpétuelle de ces besoins, avec une alliance fondamentale qui doit permettre de régler, pas de régler, mais en tout cas d'aider à ce que ces contradictions se résolvent entre le producteur et le consommateur. Parce que les deux sont mal, je l'ai dit, le consommateur avec son énergie libidinale qui est complètement en berne, parce qu'en fait on n'en peut plus. Voilà. Les hypermarchés, vous savez, sont de moins en moins fréquentés parce que les gens en ont ras-le-bol en fait. Et il y a un moment donné, ça nous sort par les yeux. Donc cette énergie libidinale, comme ça, en fait on n'en peut plus. Mais le producteur, lui aussi, il est en bout de course. Parce que dans le système capitaliste, il est ubérisé,
il n'y a plus de sens à son travail, enfin j'en parlais dans la conférence hier, et lui-même est complètement mal, sauf que c'est deux bouts de la chaîne. Donc comment on arrive à raccorder ce producteur qui est mal avec ce consommateur qui est mal? Je schématise, mais vous voyez un peu le défi, le défi qui est tout à fait le nôtre. Eh bien, moi, je pense que c'est vraiment dans cette critique des besoins, c'est-à-dire dans cette théorie nouvelle des besoins, que peut se trouver une réponse à ces questions si on est capable de la faire porter comme au centre du débat public et au centre de notre proposition politique. C'est le moyen de dénicher aussi ce qui est dans l'air du temps, c'est-à-dire ce lien qui est fait entre croissance et bonheur, entre croissance et bien-être, qui est totalement faux. Je pense qu'avec cette théorie des besoins, on enfonce le coin, on montre que ça n'est pas vrai, qu'il n'y a pas de lien entre cette croissance et ce bien-être. On peut le remettre en cause et on peut sortir de la production de la richesse marchande pour vider une autre production qui est celle des richesses humaines. C'est totalement raccordé au slogan qui a longtemps été le nôtre, l'humain d'abord, ça qu'on disait. Eh bien, quand on part des besoins, on a la possibilité de vraiment toucher à toute la chaîne productive en partant du quotidien des gens et de se faire se poser des questions qui sont, à mon avis, des questions tout à fait fondamentales. Et le prélude, c'est évidemment qu'il y a un grand mouvement d'éducation populaire là-dessus, parce que si on est tous convaincus que nous avons du mal même à définir nos propres besoins véritables parce qu'on est complètement aliéné par la société de consommation, alors ce travail d'émancipation passe par ce qu'on appelle l'éducation populaire. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est un travail de débat, de mise en commun, de réflexion, de démocratie d'un niveau particulièrement élevé à partir d'une question qui est une question révolutionnaire. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci à vous. Donc l'idée, c'est vraiment d'ouvrir le débat. Alors, il y a un autre micro, baladeur, il est là, il arrive. Et donc, ouais, voilà, c'est une question suffisamment vaste pour... Alors, j'ai vu une main là. Bon, bonjour. Je vais me décaler. Juste pour commencer, vous avez parlé de Keynes là et des 3 heures par. Ça m'a fait penser à Paul Lafargue, le droit à la paresse. C'était le premier décroissant, je pense, en 1880. Sur les besoins, il y a aussi un livre intéressant. Alors, le bug humain, je ne sais pas si vous avez vu. En fait, on est un peu lié aussi à notre cerveau, le striatum, on a toujours besoin de plus. Toujours de plus, et que ce soit même de position sociale ou d'alimentation, de nourriture. C'est ce qui nous a sauvé l'humanité pendant des milliers d'années, mais aujourd'hui qu'on est on produit trop, ça risque de nous tuer. Et ça, les gens du marketing l'ont compris bien avant que les scientifiques découvrent l'effet du striatum sur notre besoin, nous demander plus. Et c'est le fait de la pub de nous en demander de plus en plus. Et je pense que sur les besoins, justement, il faut jouer là-dessus et essayer sur la surconsommation, de trouver le bonheur dans autre chose. Et quand on a un président qui nous dit qu'il faut que les jeunes rêvent de devenir milliardaires, ou d'avant qu'à 50 ans, si on n'a pas de Rolex, on a raté sa vie, que les milliardaires sont des premiers de cordée, alors que les milliardaires sont juste des gens qui sont des parasites de la société, d'être trop riches. Après, trop riche, chacun mettra où il veut, mais à un moment donné, on est un parasite pour la société. Voilà. Donc déjà, jouer là-dessus. La publicité est vraiment joue sur nos instincts de plus. Donc c'est déjà dans les combats, le combat sur la publicité, notamment la publicité sur la voie publique, enfin, voilà, à lutter dessus. Voilà. Il y a aussi, vous parliez de Hervé Kempf qui a écrit Comment les riches détruisent la planète, où il explique que chacun veut un peu plus que celui qui a au-dessus, toujours plus. Il y a aussi dans un des albums d'Astérix et Obélix, je ne sais plus lequel, ils expliquent comment vendre des menhirs. Il faut faire le besoin et faire l'envie avec le voisin pour vendre les menhirs. Donc même dans Astérix et Obélix, on arrive à trouver ça. Je ne me souviens plus quel est l'album d'ailleurs, mais bon. Voilà, merci.
Bonjour, merci beaucoup. Ok, les besoins, on en veut toujours plus. Ok, il faudrait qu'on en discute. Mais l'homme étant un animal social, c'est pour moi absolument normal qu'ils veulent les mêmes choses que ses voisins et qu'il y ait des phénomènes de mode. La plupart de nos besoins, à mon sens, sont des besoins sociaux qu'on détermine par des modes. Les besoins de culture, les besoins d'amour, d'argent, c'est des choses qu'on fait par mimétisme par rapport aux autres personnes. Et à partir de ce moment-là, même si on en discute, au final, ça reviendra à des questions de mode. Et il n'y a pas de besoins ontologiquement fondamentaux qui sont dans notre nature fondamentale, autres que ceux de manger. Et dans ce cas-là, on se mord la queue, on tourne en rond. Je vois pas où est-ce que ça peut aboutir de discuter comme ça. Donc, Bonjour. Alors, moi, il y a un grand absent dans ce que tu dis. J'adhère complètement à tout ce que tu dis. Mais il y a un grand absent, je vais parler d'un bouquin, par exemple, d'une dame qui s'appelle Gisèle Bergman, qui a écrit un bouquin qui s'appelle La dépensée. C'est-à-dire qu'il part du principe que on se dépense dans le travail pour pouvoir ensuite dépenser l'argent. Mais pour que ça fonctionne, il faut qu'on dépense. C'est-à-dire qu'on cesse de penser, c'est qu'on cesse d'avoir recours à un esprit critique. Et donc, pour moi, le grand absent dans ce que tu dis, c'est toute l'entreprise de déculturisation. Et la télé, la télé en premier, la publicité, le cinéma, les séries, enfin tout ce qui tourne autour de la mise en valeur d'un mode de système bourgeois de vivre. Tu vois rarement des films qui se passent dans des usines. Enfin, il y a tout un contexte, un environnement polluant pour empêcher les gens d'avoir recours à un esprit critique, quoi. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on se batte. Il faut qu'on se batte contre ça. Je trouve qu'on se bat pas assez là-dessus. Je propose de prendre juste une question de femme et après peut-être répondre. Un, deux, ça marche? Oui, moi, il y a quelques questions qui me sont venues pendant ce que tu disais, Clémentine. Et notamment sur les besoins fondamentaux, enfin voilà. Je trouve que c'est une question qui peut être assez subjective, parce que chacun a des besoins qui sont différents des autres, on est d'accord. Je suis élue dans une commune et je suis adjointe et j'ai la délégation des affaires sociales. Dans ce cadre-là, je reçois donc des personnes qui sont souvent en difficulté, en grande difficulté. Et j'ai l'exemple d'une mamie qui est seule chez elle, qui a un revenu très, 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 vraiment, elle a pratiquement rien. Elle a un souci. Bon, elle est tout le temps, évidemment, à découvert et elle vient nous demander des aides. Et une assistante sociale qui l'a vue lui a dit « Mais vous fumez, arrêtez de fumer. » Et vous allez voir, sauf que pour elle, ce besoin, c'est un besoin fondamental. Elle, si elle ne fume pas, pour elle, c'est son plaisir. Donc, quelque part, on est en train... Alors, c'est une assistante sociale, quoi. C'est quelqu'un dont le métier est justement de social. Donc, je suis vraiment atterrée par ce genre de situation. Et je me dis, on est en train de faire culpabiliser des gens parce que soit ils fument, soit ils ont des dépenses qui ne sont pas effectivement des dépenses essentielles, mais qui le sont pour elles en tous les cas. Donc, pour en finir, je voulais simplement dire par rapport au service public, effectivement, je crois que là, tout est là. Je veux dire, un besoin fondamental, c'est se loger, c'est avoir un toit, c'est se chauffer, c'est avoir de l'eau potable, c'est s'habiller correctement.
c'est effectivement se cultiver, tout ça. Et ça, effectivement, ça, on l'a plus. Je suis agent aussi EDF et on n'a plus ces liens de proximité, les agences clientèle où les gens pouvaient venir nous voir pour avoir des délais de paiement, etc. Tout ça, ça n'y est plus. Déjà, si on arrive et si on se bat pour avoir de nouveau des services publics dignes de ce nom, je pense que la donne sera changée. Alors après, c'est peut-être pas c'est pas l'objet du débat. Mais voilà, enfin, c'est ce qui m'est venu pendant la discussion. C'est juste une question très rapide. Dans une société de consommation à outrance, quelle solution on pourrait proposer, nous et peut-être d'autres, je ne sais pas, pour arriver justement à une solution qui puisse arranger tout le monde. Et voilà, c'est une question tout simple d'appoint, mais bon, c'est assez vaste aussi. Hein, mais bon, s'il y a la possibilité de répondre, ça serait assez important. Merci. Oui, merci Clémentine. Juste une petite interrogation et une question, parce que si je suis là, moi, c'est parce que je suis absolument convaincue, comme vous tous sûrement, qu'on a un besoin de changement de société, n'est-ce pas? Et si l'avenir en commun apporte un bon nombre de solutions, qu'est-ce que, dans tout ce que tu nous as démontré, qu'est-ce qu'on pourrait tirer comme fil pour faire naître et redonner aux habitants, en particulier ceux des quartiers populaires, les aspirations à ces besoins qui me semblent s'être égarés. Merci. Merci pour la conférence. En admettant que nous puissions définir démocratiquement, je pense que c'est très important, les besoins radicaux pour une société, avec toutes les imperfections, tous les ajustements qui s'imposeront, bien entendu. Comment faire pour organiser les chaînes de production pour produire les besoins matériels et quid du capitalisme, quid de la propriété démocratique de l'outil de production. Je pense voilà, ça me paraît être une question essentielle. Oui, alors bonjour. Je fais partie de la Confédération paysanne et dans notre histoire des luttes sociales, on a quelques victoires qu'on a dues à la désobéissance civile. Vous parliez d'éducation populaire, donc je pense qu'il y a un autre lieu que le lieu électoral, un lieu complémentaire au lieu électoral qui va se passer en 22. C'est celui d'organiser une grande opération de communication qui soit une action de désobéissance civile. Nous, on a à notre actif l'histoire du Larzac. Donc, nous avons contre l'armée obtenu une victoire. Pour Notre-Dame-des-Landes, à nouveau une autre victoire, en organisant, en occupant le terrain. Je pense que pour 22, au vu de ce qui s'annonce, c'est-à-dire à peu près 15% de voix qui nous seront positives pour l'avenir en commun, je pense qu'on mérite beaucoup mieux. Et donc, on devrait se lancer dans une énorme campagne de désobéissance civile que nous ont montré d'une manière spontanée les Gilets jaunes, à savoir la libération de tous les péages autoroutiers, jour J, heure J. Ça ne nous demande que 2 heures. On peut négocier ça avec les forces de l'ordre et nous en avons une bonne expérience. Et si vous voulez en parler dans le détail, pour vous donner le manuel du parfait libérateur des péages autoritaires, des péages autoroutiers contre Vinci et son monde,
Je suis à votre disposition au local, au stand de la Confédération paysanne pour vous donner le mode d'emploi, comment libérer un péage en 2 heures pour le besoin qui me semble légitime, le besoin spontané que les gens ont contre les actionnaires, que nous avons vérifié au péage de Lançon. En 2 heures, nous avons récolté 800 € d'une manière spontanée. Donc je pense que si nous pouvions faire de cette action une action d'éducation populaire, je pense qu'on aurait la chance de dépasser les 15% d'adhésion à notre programme. Merci. Les péages autoritaires, c'est pas mal. On va les garder. Après, on repasse à la salle, mais juste quelques réactions. De toute façon, c'est très interpellée par on tourne en rond. Moi, je crois pas du tout ça. Je crois pas du tout ça, parce que là, ce qu'il faut comprendre, c'est que le besoin est détourné vers la marchandise en permanence et la possession d'objets, dans une logique qui est fondée sur le désir de parvenir. Mais on peut quand même avancer l'idée qu'une autre société est possible, qui ne soit pas régie par ça, qui soit régie par d'autres valeurs, d'autres normes. C'est pas de normes, c'est d'autres normes et d'autres valeurs. Vraiment, pour vous en convaincre, je vous recommande de lire un bouquin qui va peut-être vous étonner, ça paraît comme ça un peu pas le fil direct, mais moi ça m'a éclairé notamment là-dessus. Ça s'appelle La fin de l'homme rouge de Svetlana Alexievitch, sur les années 90. C'est des témoignages au moment de la perestroïka en Russie, donc au moment du basculement, de la fin de l'URSS. Et c'est justement une réflexion sur cette arrivée du capitalisme et finalement en quoi consistait la nostalgie qu'on a pu voir, et que de notre point de vue paraissait complètement incroyable que des gens puissent être nostalgiques du régime soviétique. Elle a recueilli des centaines de témoignages, et de ces centaines de témoignages, elle a fait vraiment de la littérature magnifique. Mais on saisit bien que, évidemment, le régime autoritaire, tout ça, voilà, elle en parle, et c'est violent, et c'est pas du tout je parle pas de cette nostalgie-là. Mais en même temps, leur stupéfaction devant l'arrivée de ces étalages pleins de machins et cette obsession de la possession de la marchandise donne à voir qu'il peut exister une société dans laquelle ça paraît pas normal, ça. Ce qui pour nous est normal. C'est ça que je veux dire. Donc il est possible d'avoir d'autres normes qui font que notre obsession ne sera pas celle-là, mais davantage tournée vers l'échange, vers la pratique pour tout le monde d'art, d'avoir une vie culturelle, de s'intéresser à d'autres choses que de perdre son temps à courir après les objets et la ronde de la marchandise. Et c'est pourquoi je veux dire que, évidemment, dans une autre société, il peut y avoir des modes, mais elles peuvent tourner autour de complètement autre chose. Complètement autre chose. Donc on ne tourne pas en rond, à mon sens. Je ne connaissais pas Gisèle Bergman, donc je vais regarder. Ça je sais plus, mais voilà, c'est vous qui avez. Donc je suis ravie. En plus, ça m'a fait rire parce que mon père est chanteur, et il y a une de ses chansons qui s'appelle très exactement « Ne pense plus, dépense ». Et donc c'est vraiment ça. Donc j'ai bien noté cette espèce d'idée que quand on est obsédé par ça, on ne pense plus, et que si on bosse comme un dingue, quand on rentre à la maison et qu'il faut reproduire, consommer, on a le cerveau qui est complètement. Et donc la question pour moi est centrale je l'ai dit à la fin, d'éducation populaire, c'est-à-dire d'élévation aussi du niveau de conscience et de partage. Et ce travail-là, pour moi, on est un mouvement aussi qui a vocation à mener ce travail-là. Alors, si on arrive en responsabilité, est-ce qu'on ferme la télé, est-ce qu'on met à bas tout du jour au lendemain ? Je pense qu'en tout cas, il y a des besoins d'intervention très fortes sur l'emprise de la publicité, je pense qu'on a des leviers qui sont considérables, vraiment considérables. Et sur les réseaux sociaux, etc. Il y a d'appropriation sociale. La dame parlait de service public. Il y a le service public, mais il y a aussi la logique de bien commun, qui ne relève pas forcément directement de l'État, mais qui peut relever de logiques d'appropriation sociale, de bien commun de l'humanité. Et ça, il faut étendre ce change-là et faire reculer le règne de la marchandise. Et ça, c'est tout à fait jouable. Et c'est ce que d'ailleurs on propose dans l'avenir au commun à l'intérieur. Alors votre question, je ne suis pas sûre de l'avoir parfaitement comprise. Je ne suis pas certaine, mais j'entends quelque chose en tout cas du côté des quartiers populaires, et ça m'appelle une remarque, mais qui peut-être répond pas exactement à votre question. Mais je trouve qu'on ne dit pas assez que dans les quartiers populaires, il y a des éléments de réponse. Le monde populaire dépense beaucoup moins, évidemment, puisqu'il y a moins d'argent qu'ailleurs. Et il est une part de la réponse aux défis écologiques.
Or, on passe notre temps à leur taper sur la gueule. Alors, c'est comme on l'a vu avec justement ce qui a mis en colère les gilets jaunes. Passe leur temps à leur taper sur la gueule, à les montrer du doigt. Ils mangent pas bio, ils ne demandent que ça. Hein. Faut pas croire. Hein. Ils aimeraient bien bouffer bio, simplement c'est pas accessible. Voilà, c'est tout. Donc, au lieu de leur faire la leçon, essayez de prendre la mesure qu'ils ont un début de réponse, parce que dans les quartiers populaires, l'entraide, le suffisant, c'est-à-dire justement de pas prendre trop, parce que de toute façon ils n'en ont pas les moyens. C'est des choses qui sont déjà là, existent déjà. Et je trouve que la bourgeoisie ferait bien de réfléchir aussi à ce qui existe déjà dans le déjà là, dans le monde populaire, qui demande juste à pouvoir vivre dignement et qu'on arrête de lui taper sur la gueule. Voilà. Mais ça, c'est une inversion presque. Vous voyez ce que je veux dire Mais moi, je suis fascinée par l'entraide en particulier. Capacités de résistance qui sont très grandes et qui sont liées justement à ce qui se développe et qui se développe moins en termes d'individualisme dans des catégories sociales qui sont des catégories sociales plus élevées. La dignité populaire pour les quartiers, c'est énorme. Donc déjà, de leur parler autrement et d'avoir des mesures qui partent de leurs besoins à eux et non pas du besoin du capital de s'accroître, c'est vraiment une révolution considérable et qui ne peut améliorer leur sort. Maintenant, comment les en convaincre? J'entends bien que c'est pas si simple, et j'ai vu aussi avec la dernière législative et présidentielle que Macron, avec le Yes We Can, avec le rêve de devenir millionnaire, c'est quelque chose qui existe en partie dans les quartiers populaires. Le statut d'indépendant fait rêver pour ça. Je vais me débrouiller, je vais y arriver, etc. Et il y a une autre partie qui n'est pas sur ces valeurs-là, mais davantage tournée vers les logiques de partage. Donc c'est une bataille d'hégémonie culturelle que nous avons absolument à mener. Ensuite, je voulais dire un mot sur la propriété, évidemment, prendre l'outil de production, c'est très compliqué. Mais là aussi, la loi peut beaucoup en réalité, parce qu'il y a des expériences de coopératives qui existent. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont en galère aujourd'hui et qui demandent à être reprises en scope, en coopérative, et l'État n'aide absolument pas. Donc déjà, soutenir le mouvement qui permet, dans le cadre légal existant, d'être en mouvement coopératif et donc de s'approprier les moyens de production, c'est quand même quelque chose qu'on soutient à la France Insoumise de façon très, très, très forte. Et donner du pouvoir aux salariés dans l'entreprise, c'est un des biais considérables pour que les producteurs décident de ce qu'ils font de leur outil de production. Vous connaissez l'exemple de Grandpuits, mais c'est assez intéressant. À Grandpuits, il y a une raffinerie, et dans cette raffinerie que Total veut supprimer, alors que nous n'avons qu'une seule raffinerie en Île-de-France, ce qui voudrait dire qu'on amènerait le pétrole de super loin. Donc en fait, c'est une catastrophe écologique au nom d'un greenwashing, puisque c'est pour développer des choses à l'autre bout du monde qui vont bousiller les terres. Donc tout ça est une catastrophe à l'autre bout du monde. Et les salariés, eux, réfléchissent à ça. C'est-à-dire que si on leur donnait là les clés, eux, ils réfléchiraient à comment transformer cette raffinerie pour qu'elle soit plus vertueuse sur un plan environnemental et évidemment pour maintenir les emplois. Donc c'est la consommateur, c'est-à-dire le consommateur et les exigences environnementales et le sort des salariés, tout ça peut être totalement raccordé dans un seul et même projet. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de viser. Mais il doit y avoir d'autres qui veulent parler, donc je ne veux pas monopoliser. Bonjour. D'abord, je voudrais profiter qu'on est entre amis pour dire deux choses. C'est que je te remercie de lancer ce débat qui est assez fondamental quand même. Et la deuxième chose, c'est que je voudrais te remercier pour la campagne pour les régionales, parce que il me semble que c'est le lieu aussi pour te remercier. Alors, ceci dit, je voudrais présenter peut-être un autre volet. Il me semble qu'il y a trois choses. Dans le besoin, je vais reprendre différemment. Excusez-moi. On pourrait aborder la question autrement en disant, par exemple, comment ça se fait que le capitalisme se maintient ? C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose qui marche dans le capitalisme. Et là, je crois qu'il y a une réponse qui a été apportée par des gens, notamment, je pense à Lacan, qui disait le capitalisme, ça se consomme et ça se consume. Et je pense qu'il y a un autre apport fondamental de Lacan qui a été de définir ce qu'il a appelé le plus de jouir. Et j'invite ceux qui veulent se coltiner un bouquin peut-être un peu difficile, mais de quelqu'un de très intéressant et qui est en plus très proche de nous, qui s'appelle Pierre Bruno et qui a écrit un livre il y a quelques années qui s'appelle Lacan, passeur de Marx, où justement il
il s'attache à creuser cette idée de Lacan pour démontrer, à mon avis de façon assez convaincante, la chose à laquelle je trouve le terme philosophique, ben, peu importe, parce que je ne suis pas philosophe, mais le point d'achoppement sur lequel a buté Marx, et qui explique peut-être en grande partie aujourd'hui notre difficulté à faire... voilà. Et alors, pour poursuivre là-dedans, je pense qu'il y a un truc nécessaire aussi qui a été évoqué. Bon, le besoin, moi je pense qu'il y a plutôt dans le capitalisme une promesse de jouissance. Ça a été dit différemment, mais je reprends là, et toujours m'inspirant un peu de Lacan, de Pierre Bruno, etc., d'autres psychanalystes. Et il y a le truc du fait que la promesse de jouissance se fait aux dépens du lien social. Ça aussi, c'est un truc de Lacan. C'est-à-dire que pour sortir de là-dessus, et ça rejoint un petit peu ce qui a été évoqué sur les gilets jaunes, etc., c'est qu'on a besoin d'une théorie du sujet. C'est-à-dire c'est la théorie qui peut nous permettre de faire vivre la démocratie. Parce que et c'est à partir du sujet qu'on peut redéfinir les besoins. Enfin, voilà, c'est un petit peu complexe, mais voilà, je voulais juste vous faire partager ça. Merci. Oula, bonjour. Non, alors j'espère que je vais être claire pour essayer de prendre les choses par un autre bout, mais ça me fait penser à un autre bout de la chaîne sur comment on travaille la connaissance de nos besoins individuels. C'est-à-dire que moi, mon constat en ce moment, c'est qu'il y a quand même une énorme dynamique dans le champ du développement personnel, de plein de gens qui se disent mais je craque, je sais plus, je change de vie, je machin, finalement j'ai quoi mes besoins. Enfin, il y en a plein hein, dans tous les stades, dans les églises, dans les trucs de yoga, dans les machins. Et on parle que de ça. On parle de revenir sur nos besoins. Après, on parle de gérer la violence entre nous. Et puis, il y a le développement de la communication non violente qui travaille sur les besoins, c'est quoi mes besoins, etc. Donc, ça résonne beaucoup avec ce que tu dis au sens sociétal collectif. Et je me dis, pour l'avoir touché du doigt et pour avoir aussi essayé un seul truc avec mes gamins, c'est de leur dire tu manges pas si t'as pas faim. Et tant pis si tu t'engueules avec ta grand-mère parce que si tu finis pas ton assiette. Et ben mes gamins ont 18 ans maintenant et mes gamins, le fait d'avoir bossé sur c'est quoi mon besoin à ce moment-là, sur tous les autres besoins, mais alors s'ils n'ont pas besoin, ça leur glisse quoi. Et c'est assez impressionnant cette force que ça donne, soi-même d'avoir travaillé ça. Et du coup, je me disais là, en t'écoutant, que sociétalement, ça pourrait être un truc énorme aussi dans les politiques qu'on mène auprès de la jeunesse, de l'éducation, etc., qui pourrait faire partie d'un truc de base qui est que chacun travaille et sache comment faire pour... Ça se développe dans les écoles autour de la violence, notamment sur apprendre aux gamins à gérer leurs émotions pour pas taper, etc. Mais voilà, je me dis que ça résonne beaucoup et que ça peut être un grand chantier aussi collectif que de se dire qu'on a besoin individuellement tous de travailler sur nos besoins fondamentaux pour qu'à chaque instant, devant une pub, devant une injonction, devant n'importe quoi, on sache revenir à nos besoins en disant bah non quoi. C'est aussi une force peut-être qu'on peut développer collectivement. Merci. Après. Oh, pardon, excusez-moi. Pardon. Attendez après. Oui, je vais te demander de préciser une différence que tu fais. Donc, tu as pas mal cité Marx. Marx, il explique aussi le modèle qu'il souhaite construire par un système de production qui serait chacun selon ses capacités, pour chacun selon ses besoins. La question que je te pose, du coup, c'est tu as énormément parlé de la redéfinition démocratique des besoins. Moi, j'ai toujours eu l'impression que justement la redéfinition démocratique des besoins a été contenue dans la redéfinition démocratique de la production. Du coup, en quoi tu différencies les deux et comment tu fais le lien? Bonjour. Il y a une question que tu n'as pas abordée, c'est la question de la limitation écologique de tout le système.
Parce que la consommation, ça nous amène au gouffre où on est déjà en train de se noyer, à savoir la pollution, disons la disparition des ressources naturelles, le massacre de l'environnement à tous les niveaux. Et ça, je dirais que c'est un mur contre lequel, qu'on le veuille ou non, qu'on veuille limiter nos besoins ou pas, on va se taper le nez. Merci beaucoup. Attendez, c'est là, c'est ça? Bonjour. Il me semble qu'il y a déjà beaucoup de choses qui existent au niveau local sur cette nouvelle façon de gérer les besoins de chacun. En tout cas, en Drôme, il y a beaucoup d'endroits où se développe le fait de consommer sur le lieu où on habite. Et ça crée à la fois des relations autres que la consommation sur des grandes surfaces. Et ça correspond aux besoins fondamentaux de relations et de consommation pour se nourrir, pour se vêtir, etc. Et d'autre part, je voudrais revenir sur qu'est-ce que c'est que le besoin. La dame a parlé tout à l'heure, effectivement, ce qui est intéressant, de savoir quels sont nos besoins fondamentaux. Et se développe actuellement beaucoup, effectivement, de choses sur des besoins individuels, savoir ce qu'on ressent, faire du yoga, etc. Et moi, ce qui me revient en boomerang, c'est que, en fait, quelque part, pour moi, c'est bien la société capitaliste qui nous enferme là-dedans en nous rendant malades, et en même temps, elle nous donne donc des solutions pour qu'on achète du bien-être. Et ça me questionne. Ah, ça va toi? Et après, je te passe. Hop, tenez. Oui, bonjour. Voilà. Les normes actuelles au niveau du capitalisme, c'est l'économie domine le politique domine l'éthique. Hein? C'est l'économie domine le politique domine l'éthique. Donc il faudrait peut-être inverser les rôles et faire que l'éthique domine tout à la fois le politique et l'économique. Alors comment, sous quelle forme, avec des comités éthiques, à quel niveau, gérés par des citoyens, bien entendu, et qui prendraient en compte les désirs de chacune et chacun. Bon, c'est une utopie, mais pourquoi pas. Merci. Bon, merci pour ton intervention. Moi j'ai bien aimé les éléments que tu as avancés dans ta conclusion, et notamment la question que tu as posée autour de l'idée comment faire pour définir nos désirs et les définir autrement. Bon. Alors même si c'est une question un peu vertigineuse et assez voilà. Mais justement, alors par rapport à ça, il ne faudrait pas qu'on enferme le débat. C'est pas forcément ce que tu as fait, mais y compris dans ce qui ressort dans la discussion. Simplement dans un débat autour de comment on travaillerait à une meilleure définition de nos besoins individuels dans un cadre nouveau, dans un cadre social nouveau qui serait débarrassé, y compris des diktats, du capitalisme, etc. Mais ça pose aussi la question de comment on construit collectivement un horizon désirable, un horizon de transformation sociale. Et comment on s'y prend, y compris compte tenu de tout ce qui pèse sur nous dans la société actuelle. Ça, par rapport à ça, on est dans un cadre de discussion un peu plus complexe et sur lequel, y compris, pèse beaucoup d'échecs. Hein, et où il y a, là, pour le coup, à penser pas simplement à l'échelle individuelle, mais sur un horizon collectif qui soit effectivement
qui soient porteurs de projets, porteurs de transformation sociale, porteurs de dynamique collective. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions? Oui. Alors, hop, pardon. Hop, passage de micro, passage de témoin, pardon. Hop, madame, à vous. Bonjour. Voilà, il y a un truc dont tu n'as pas parlé qui me semble important aussi, c'est le problème d'acheter des choses à crédit. C'est-à-dire que c'est maintenant très rare les gens qui n'ont pas un crédit sur le dos. Ça commence pour ceux qui veulent faire des études, ils doivent prendre un crédit. Le jeune qui s'installe, qui trouve un boulot, qui s'installe, il achète ses meubles à crédit, etc. La vie commence comme ça. Ça met dans une situation de dépendance directement dès qu'on rentre dans la vie et une situation d'insécurité. Et je pense que aussi le fait de se dire tous les mois je suis capable de rembourser mon crédit et pourquoi, bon ça me met en difficulté, pourquoi est-ce que je pourrais pas en plus m'acheter des trucs pour me faire plaisir, etc. Donc c'est un cercle vicieux et la plupart des gens ont un crédit sur le dos. Et bon, ça, c'est un domaine où les pouvoirs publics, un gouvernement peut quand même avoir une action. Donc ça me semble une piste aussi à étudier de près. Merci Clémentine en tout cas d'amener cette question-là que je trouve essentielle, de définir l'essentiel. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de lire une théorie d'une économiste anglaise qui s'appelle la théorie du donut, qui présente un modèle éco-socialiste qui grossièrement cadre son économie entre un plafond écologique et un plancher social, ce qui est un petit peu ce que tu as évoqué durant ta conférence, et que du coup beaucoup aussi ont théorisé. La problématique que je retrouve par contre à chaque fois que je lis des choses sur le sujet, c'est justement sur la définition du plancher et du plafond. Et donc du coup tu as très justement dit qu'on devrait prendre, en tout cas définir ça de manière démocratique. Est-ce que toi tu aurais, je te demande ton avis à toi, une proposition d'un outil démocratique pour les définir? Vu l'heure, hein, je pense qu'on va, c'est ça. Et la bourrasque qui nous... oui, alors un outil démocratique, pour moi, c'est la 6ème République. Mais vraiment, quoi. C'est-à-dire que là, on est dans un tel niveau de défiance entre les citoyens et les institutions, d'abord. Et deuxièmement, on a un besoin de... On a un besoin de renforcer la participation. Partout d'ailleurs, hein, pas simplement la participation aux décisions des municipalités, etc. Dans les entreprises, de remettre en cause la place des médias, leur organisation. Donc en fait, avec cette 6ème République telle qu'on la conçoit, on a un outil pour se donner les moyens de poser cette question-là. Voilà, moi je crois ça. Il faudrait l'intégrer dans les grandes questions qu'on aurait envie de mettre en débat. Moi, je pense que c'est une question fondamentale qui pourrait donner lieu, dans le processus constituant, à quelque chose d'assez fondateur et d'assez essentiel. C'est une hypothèse hein, qu'on peut faire. Le crédit me paraît très important. Il y a une autre question dont je n'ai pas parlé et qui me paraît aussi importante que le crédit, c'est la garantie. Parce que maintenant, quand vous achetez quelque chose, on vous survend une nouvelle garantie. C'est garantie 5 ans, vous voulez le 7 ans, là. Le vendeur, d'ailleurs, se fait de l'argent parce qu'il vous a vendu la garantie. Et en général, vous n'avez pas tout bien lu. Et quand vous rapportez votre truc, en fait, c'était beaucoup plus compliqué. Donc, la loi pourrait agir sur les extensions de garantie obligatoires. Et comme le crédit, je pense qu'il y a des possibilités aussi d'intervenir pour que cette logique de crédit ne mette pas les gens dans une situation absolument épouvantable. Voilà. Après, je ne vais pas répondre aux uns et aux autres. J'ai pris, avec le vent, j'ai pris pas mal de notes de ce qui a été dit et c'est tout à fait enrichissant en réalité. Juste un mot, qu'est-ce que j'ai aimé? Ah oui, sur Lacan et oui, sur Lacan.
on tourne un peu autour de la même chose. Je veux dire, Marx, Freud, puis on peut ajouter Lacan. En fait, dans la théorie critique qui a trait à l'aliénation, on est autour de ça, hein, sur les concepts de jouissance. Donc, parfaitement d'accord pour l'intégrer dans la critique que nous menons aujourd'hui. Et il y avait un autre point sur lequel j'étais d'accord aussi, c'était sur la redéfinition de la production, qu'à voir, je ne sais plus qui était intervenu là-dessus, qui a à voir aussi avec la redéfinition des besoins. Pour moi, c'est vraiment la même chose, en fait. Hein. C'est ce que je disais. Quand il s'agit de raccorder le producteur et le consommateur, c'est précisément pour que le producteur ait un point de vue sur ce qu'il produit qui corresponde au fait que lui-même, d'ailleurs, est consommateur et qui corresponde à ses besoins également. Donc, c'est de les raccorder, en fait, les deux, là où ils sont aujourd'hui, totalement, absolument dissociés. La limitation de l'écologie, les limites écologiques, pour moi, c'est intégré totalement dans tout ce que je raconte. Je ne sais plus, c'est vous, monsieur, qui êtes intervenu là-dessus, sur le fait que l'écologie, j'en avais peut-être pas suffisamment parlé, les limitations et tout ce qui va nous arriver dans la tête. Je pense que la théorie des besoins, la théorie critique des besoins nous permet de répondre à ça. Et je n'en vois pas tellement d'autres moyens. Je pense que de le prendre uniquement sur le biais stricto sensu écolo-environnemental, ne permet pas la mobilisation massive de masse dont nous avons besoin. Et qu'avec la théorie des besoins et cette question-là, je pense qu'on a l'opportunité d'un sens qui est retrouvé dans la production et qu'on tire le fil de ce sens et on arrive aux limitations des ressources naturelles. Et c'est pourquoi je pense que c'est un biais qui nous fait se raccorder le social et l'écologie, les producteurs et les consommateurs, mais aussi le social et l'écologie, comme quelqu'un d'autre en parlait, l'individu et le collectif. J'ai beaucoup aimé tout ce qui a été dit là, sur on veut nous vendre maintenant du bien-être et toute cette question de l'individu qui cherche dans le système lui-même comment trouver une réponse seule, et il ne peut pas la trouver seul. C'est ça, c'est évident, c'est que la réponse, à la fois il a des besoins qui sont des besoins identifiés individuels, mais la réponse ne peut être qu'une réponse collective et dans le besoin de commun. Voilà, je vous propose que dans une dernière bourrasque, nous arrêtions là et que la question continue de germer. Je vous remercie beaucoup de toutes vos interventions.